Maya. La réalité est une illusion. De Miguel Serrano. Je dédie ce livre à Adolf Hitler, le dernier avatar, et à Martin Heidegger, un grand Allemand, qui a été loyal jusqu'à la fin de ses jours. Celui qui considère le national-socialisme comme un simple mouvement politique n'a rien compris. Le nazisme est une tentative de ressusciter l'homme-dieu. Martin Bormann. Aujourd'hui, 17 août de l'année 115 de l'ère hitlérienne, 2004 de l'ère judéo-chrétienne, alors que nous atteignons un nouvel anniversaire de l'assassinat du double de Rudolf Hess dans la prison de Spandau, à Berlin, je commence à écrire ce récit stupéfiant. Vers la fin des années 60, je résidais à Vienne en tant qu'ambassadeur. Le secrétaire aux relations extérieures du Chili était Gabriel Valdés, un gentleman possédant toutes les qualités des anciennes lignées de mon pays. Nous étions destinés à nous comprendre et à nous apprécier. J'ai reçu un mémorandum confidentiel signé de sa main, avec une étrange requête. Rendez visite à Simon Wiesenthal, qui réside en Autriche. Il s'agit de l'infâme chasseur de nazis, qui avait récemment déclaré au journal londonien The Observer que Martin Bormann vivait au Chili et qu'un diplomate chilien lui avait proposé de vendre le passeport de Bormann. Le ministre m'a demandé de rendre visite à Wiesenthal et de demander le nom du diplomate susmentionné. Martin Bormann était secrétaire général du Parti national-socialiste allemand, raison pour laquelle il a accompagné Hitler jusqu'à la fin. Réussissant à s'échapper du bunker de Berlin au dernier moment, certaines versions affirment qu'il a été tué dans la rue, d'autres qu'il a réussi à s'échapper en Amérique du Sud ou encore qu'il a été fait prisonnier par les Russes. La vérité définitive sur le passeport de Bormann m'a été révélée dans des circonstances étranges, que j'ai expliquées dans mon livre « Mémoire de lui et moi ». Une femme qui était amie avec Bormann dans le sud du Chili l'avait donné à un écrivain chilien de gauche qui n'était pas diplomate et qui l'avait proposé à la vente à Wiesenthal. Cet écrivain a ensuite été contraint de quitter le Chili sous le gouvernement militaire et est mort dans des circonstances étranges dans un hôpital en Bulgarie. Il y a encore de nombreuses années, lors de mes derniers voyages en Europe, j'ai rencontré en Allemagne l'ancien chef du contre-espionnage des SS autrichiens, William Lendig, auteur du livre « Le temps des loups a tué ». Il était en train de préparer un nouveau livre sur un espion qui est resté avec Hitler jusqu'à la fin, dont le nom de code était Werther, et qui a réussi à s'échapper en Russie. Il pensait que cet espion était précisément Martin Bormann, qui serait mort à Moscou il y a peu de temps. Je l'ai réfuté, argumentant que Martin Bormann était allé au Chili et qu'il n'était pas un espion russe. J'ai été accompagné à l'entretien par le président des Nouveaux Templiers d'Autriche, Hermund, qui allait devenir célèbre par son livre « Le Rasputin d'Himmler ». Il a écouté l'opinion de Lendig sur Martin Bormann et la mienne, soutenant Lendig. Puis il m'a invité à dîner chez lui. Ce qui suit ne semble plus s'être produit dans ce monde, mais dans une réalité de rêve ou de cauchemar. Il est nécessaire, me dit-il, que vous parliez à un personnage très important, un ancien ingénieur des armes secrètes de Hitler. Il ne reçoit personne, on ne sait même pas qu'il existe, mais je vais vous emmener le rencontrer pour que vous puissiez lui exprimer votre opinion sur Bormann. Nuit en Autriche. C'est la nuit. La ville est dans l'obscurité. Nous marchons jusqu'à ce qu'une faible lumière apparaisse. C'est un kiosque mal éclairé gardant une grande porte avec un panneau Coca-Cola. Je pense que nous devons être perdus, que cela ne peut pas être la fin de notre voyage. À l'intérieur du kiosque, il y a un homme portant une chemise à manches courtes. Il est accompagné de quelques papiers posés sur une planche. Moon me le présente, il est l'ingénieur des armes secrètes, et c'est le seul emploi qu'il ait pu occuper sans dévoiler son identité. Il me reçoit avec cordialité, comme s'il avait été informé sur moi et sur le but de ma visite. À ma question sur ce qu'il pense de Bormann, il répond de la manière la plus inattendue et la plus étrange, par une autre question.
Savez-vous qui était Hitler? Assez surpris, je réponds bien sûr que je le sais. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Non, dit-il, vous ne pouvez pas le savoir parce que personne ne le sait. Personne ne le savait avec certitude. Savez-vous que des Russes ont trouvé 14 cadavres de Hitler dans le bunker et dans la chancellerie, et que tous étaient identiques? Lequel donc était celui qu'ils ont incinéré au jardin du bunker? Lequel était le vrai Hitler? Et lequel était celui qui est allé en Antarctique? Les mêmes questions doivent être posées à propos de Martin Bormann et Rudolf Hess. Qui était le vrai Bormann? Celui qui était au Chili ou celui qui était mort à Moscou? Jamais au cours de toutes mes ans de lutte et de bataille, pendant et après la guerre, je m'étais trouvé dans une situation semblable. Me voici dans une nuit fantomatique, dans une ville de rêve, à côté de ces deux personnes étranges, l'un à la tête des Templiers, l'autre créateur d'armes secrètes dans le Troisième Reich. Tous deux sont des guerriers expérimentés, sérieux et dignes de confiance. L'ingénieur poursuit. Saviez-vous que nous, scientifiques du Troisième Reich, avions plus de 100 ans d'avance dans les découvertes de la technologie, de la mécanique et aussi de la biologie? Saviez-vous que non seulement le clonage et la robotique ont été réalisés, mais aussi la véritable duplication? Oui, la duplication. Et la duplication parfaite. Alors qui était Hitler? Ou qui était Martin Bormann, l'espion ou l'autre? Ah, l'Allemagne, les Allemands, la race germanique, les Aryens, ils sont capables de tout, de transfigurer le monde et de l'être humain, s'ils s'unissent et surtout si un chef directeur apparaît comme Wotan dans les temps anciens. Puissent-ils redeviennent des dieux, des demi-dieux, comme ils l'ont été dans la préhistoire en Hyperborée. La duplication. Quelque chose qui était précisément un objectif ancien de ces personnes avancées. Dans ce sens, je me souviens d'un film que j'ai vu quand j'étais adolescent à l'internat de Barros Arana, métropolis du début du 20e siècle, dans lequel une femme était dupliquée. Au moyen d'une expérience scientifique rendant impossible de savoir qui était l'authentique. Oui, qui était le vrai Hitler? Qui était Martin Bormann? Hitler, c'est dans l'Italie de Mussolini que l'archétype de l'empereur se réincarne à notre époque. Cela s'est produit de la même façon avec les pharaons égyptiens, les Maharajas indiens, les guerriers héros germaniques, les Siddhas hyperboréens, les Incas, les Atumarunas, les empereurs romains et le pape. C'est le mystère de l'archétype, quelque chose comme une idée extérieure, qui arrive et qui s'empare d'un être humain ou de plusieurs en même temps, en se conservant dans une inconscience collective qui devient parfois conscience collective. Grâce au sacrifice de l'homme qui a été possédé et qui, dans son état de transe extrême, parle ex cathedra, ne se référant plus à lui-même comme moi, mais comme nous. Et il dit « nous, le pape », en voulant affirmer qu'il ne fait qu'un avec l'archétype, et qu'il parle au nom de tous. C'est l'incarnation du Duce en Mussolini qui en a rendu beaucoup d'autres possibles. Ainsi, nous voyons apparaître des guides tels que Cordreanu, Pipino Salgado, Oliveira Salazar, Primo de Rivera, Ladema Ramo et même Jorge González von Mareez au Chili. Lorsque tous ces chefs ont accompli leur mission, ou, en d'autres termes, lorsque l'archétype a accompli ses missions ici sur Terre, en remplissant son but, les guides secondaires se retrouvent sans énergie, pour ainsi dire sans destin possible, et ils se perdent ou finissent comme un cercueil vide, parfois dans les tristes conditions, comme dans le cas de von Mareez. Nous avons dit que l'archétype est quelque chose comme une idée platonicienne qui semble traîner dans l'atmosphère de la Terre et qui est appréhendée par l'inconscience collective des êtres humains, grâce au sacrifice d'un être humain qui, par ses gènes ou son karma, est digne d'être possédé. En raison de la pureté de sa race, il n'est pas difficile de comprendre que c'est en Allemagne que l'archétype du Führer acquiert une existence et une dimension supérieure qui font que la mémoire du sang s'éveille avec une force incroyable, galvanisant un groupe d'hommes et de femmes. Une nation entière qui a commencé à se sentir interprétée
dans chacune des paroles de son Führer et qui était prête à le suivre jusqu'au bout. C'est précisément en Allemagne où, pendant des siècles, on a voulu intervenir dans la biologie humaine, qu'une minorité a pu activer l'hémisphère droit du cerveau et de ressusciter le surhomme. L'incarnation d'une idée archétypique a rendu possible et nécessaire l'apparition et la présence de l'avatar, c'est-à-dire d'un dieu d'une divinité, Vishnu, Osiris, Wotan, Kalki, qui serait venu clore un cycle sur Terre, monté sur un cheval blanc. C'est ainsi que la dernière grande guerre n'a pas été simplement une guerre de plus dans ce monde, c'était quelque chose d'immense, de définitif. Et ceux d'entre nous qui la comprenions, ainsi, se sont donnés au combat jusqu'à la fin de tout. Et c'est un homme, Adolf Hitler, qui a supporté dans son corps, dans son cerveau et dans son cœur l'immense drame d'être contrôlé et dirigé par deux puissances qui aspiraient à des solutions différentes. L'archétype du Führer qui tentait de gagner la guerre ici, dans le monde matériel, et l'avatar qui aspirait à gagner en perdant de manière à projeter sa victoire sur l'univers entier. Rudolf Hess. Le cas le plus stupéfiant, puisqu'il s'est produit ici à notre époque, sous nos yeux, est celui de Rudolf Hess. Celui qui s'est envolé pour l'Angleterre au milieu de la guerre, a été fait prisonnier et a été assassiné après 40 ans dans la prison de Spandau à Berlin, n'était pas Rudolf Hess. Le docteur Hugh Thomas nous en parle dans son livre The Enigma of Rudolf Hess, publié en 1980. Il déclare que lorsqu'il a dû remplacer un médecin nord-américain à Spandau et qu'il a dû ensuite s'occuper de la bronchopneumonie de Hess, après avoir analysé une radiographie des poumons, il a découvert avec une grande surprise qu'une cicatrice due à une blessure par balle pendant la Première Guerre mondiale n'était pas là. Et une blessure au poumon ne s'efface jamais, nous dit-il. De plus, ce Hess mangeait de la viande alors que le vrai était végétarien, et pendant les 20 premières années, il a refusé de recevoir les visites de sa famille, de sa femme et de son fils, craignant qu'ils ne le reconnaissent pas. En le regardant droit dans les yeux, le docteur Thomas lui dit « Tu n'es pas Rudolf Hess ». Terrifié et urinant, il a tenté de s'enfuir. Lorsque le médecin le rattrape, il bredouille « Vous avez raison, mais il est trop tard ». Thomas pense que le vrai Rudolf Hess a été remplacé sur l'ordre d'Himmler avant d'entreprendre le vol, et que celui qui s'est envolé vers l'Écosse à la recherche du duc d'Hamilton pour proposer la paix avec l'Angleterre était un double. Il y a peu de temps est paru un autre livre traitant du même sujet, Double Standard, de Rudolf Hess Cover-Up, écrit par Lynn Pickett, Cleve Prince et Stephen Prior, s'étendant sur plus de 400 pages avec une grande richesse de données et de documents. Il confirme que le vrai Rudolf Hess est celui qui est arrivé en Angleterre, où il est attendu par le duc de Kent et de Hamilton. Et c'est là qu'il a été attaqué et assassiné, mourant avec Kent tué par ceux qui ne voulaient pas la paix. Ainsi, le double a été créé par les Anglais et les Allemands anti-Hitler. C'est l'homme qui, plus tard, fait ces témoignages bizarres au cours du processus de Nuremberg qui rendent perplexes ses anciens camarades, parmi lesquels Göring, von Ribbentrop et Rosenberg. Après tant d'années en prison, et étant donné l'intention des Russes de libérer le prisonnier après la chute du mur de Berlin, les Anglais s'inquiètent, car le double pourrait être découvert et tout l'obscur complot qui s'est tissé dans l'ombre du temps et des années dans le plus sinistre des centres du gouvernement mondial verrait la lumière. Avec une grande urgence, son meurtre est planifié et exécuté, et comme le fils de Rudolf Hess le relève dans son livre « Qui a assassiné mon père, Rudolf Hess ?», un testicule, le pancréas et d'autres organes internes sont extraits du cadavre. Sélection internationale des Skull and Bones est un crime rituel accompli par l'acte le plus macabre de l'histoire de l'humanité. Cependant, le vrai Rudolf Hess n'a pas été assassiné.
ni en Allemagne, ni en Angleterre. Il s'était séparé vers la base de Neuschwabenland en Antarctique. Et Adolf Hitler le savait, car c'est lui qui l'avait décidé. L'archétype et l'avatar. L'archétype du Führer, dans le sang ou dans la mémoire du sang, est quelque chose comme une idée primordiale qui sommeille dans l'inconscient collectif d'une nation. Lorsqu'elle est appréhendée et représentée par un homme, elle devient consciente. Généralement, cet homme vit une courte vie, consumée par un feu intérieur. En compensation, le mythe et la légende le projettent au-delà de son temps. Avec l'avatar, une situation quelque peu similaire se produit, bien que différente, car il s'agit d'une divinité qui cherche à s'exprimer et qui a besoin pour cela du corps d'un homme, généralement un initié, qui se transforme et se métamorphose, pouvant prendre conscience de lui-même, atteignant l'immortalité dans son corps et dans son âme, le divinisant comme l'homme absolu, comme super-homme, le Sondermensch. C'est le cas du prince Gautama, lorsqu'il est devenu Bouddha, ressuscitant dans le Nirvana, de Krishna, de Mahomet et de Jésus, qui s'est transmuté en Christos et qui a ressuscité avec son corps le 3e jour, alors que Wotan renaît au 9e jour. Et il en fut ainsi pour Adolf Hitler. C'est pourquoi le vrai Adolf Hitler ne meurt pas. Et s'il meurt, il ressuscite lui aussi le 3e ou le 9e jour et part en Antarctique, vers Neuschwabenland, et de là vers la Lune, vers Mars et vers Vénus, où il se trouve maintenant, à un âge exact et pour toujours, jusqu'à son prochain retour dans le Ragnarok, l'aube des dieux. Quand même que les dieux meurent, il reviendra avec Wotan Kalki sur un cheval blanc pour prononcer le jugement. Et que deviennent le double avec les doubles? Tous sont aussi des incarnations de l'archétype, mais pas de l'avatar. Ils ont eu leur chance d'agir comme s'ils étaient la personne qu'ils représentaient, en parlant et en disant ainsi des choses essentielles, comme Rudolf Hess lors du procès de Nuremberg. Il est certain que pour la création du Doppelganger, pour la duplication parfaite réalisée en Allemagne nazie, une initiation à un ésotérisme encore inconnu était nécessaire, à un ordre très puissant lié au Tibet secret, à l'hyperborée et aux extraterrestres. De cette façon, il était possible de matérialiser le corps astral, le Lingasarira, et de le rendre omniprésent, c'est-à-dire non seulement de le dupliquer, mais aussi de le multiplier à volonté. Et c'est ainsi que dans sa chambre de la prison de Spandau, le double de Rudolf Hess avait devant lui une grande photographie de la Lune, où son vrai S se trouvait réellement. D'autre part, les États-Unis n'ont plus jamais tenté de s'emparer de la Lune, car lorsqu'ils y sont allés, s'ils l'ont fait, ils ont constaté qu'elle était déjà occupée. C'est le mystère qui m'a été révélé cette nuit en Autriche il y a si longtemps. Le corps astral est le double du corps physique. Plus exactement, le corps physique est le double de l'astral, quelque chose comme le négatif relevé d'une photographie. Le négatif reste et peut être relevé autant de fois qu'on le souhaite. La matérialisation à volonté dans le corps astral est une chose qui ne peut être réalisée qu'en réactivant l'hémisphère droit du cerveau, outil ou ordinateur de l'esprit, qui est aujourd'hui atrophié et pratiquement dépourvu d'activité. Et c'est précisément là que se trouvent les centres des registres capables d'activer le double astral, de le ressusciter et de le matérialiser. C'est la duplication, le doppelganger réalisé par une élite de la SS qui était ésotériquement reliée à l'ordre secret le plus puissant du Tibet et de l'Hindoustan, qui conserve encore la science de la réactivation du cerveau total ainsi que le pouvoir de la résurrection de la chair. Et que deviennent le double? Maya, nous avons vécu et nous vivons encore dans un monde illusoire où personne ne sait qui est qui, ni quand nous parlons avec une personne spécifique si nous le faisons avec l'authentique ou avec quelqu'un qui n'existe pas. Aujourd'hui, la duplication est plagiée par une élite scientifique au service de la minorité satanique qui contrôle le monde. Ils comptent aussi avec leur archétype du golem. Ainsi, tout est illusoire. C'est Maya, comme l'hindouisme définit la réalité.
Néanmoins, l'Avatar n'a pas perdu la guerre, il l'a gagnée en la perdant. Et il l'a dit, si je perds cette guerre matériellement, les démons vont détruire le monde. Et la Terre se trouve aux portes de la fin. Nous qui nous sommes battus pour le mythe et la légende, le dernier Avatar sera en alerte en attendant la venue de Sleipnir, le cheval blanc, et son cavalier, qui, avec son épée de feu, jettera les démons qui ont empoisonné cet univers dans l'abîme de Muspelheim. La Terre est creuse. Il y a environ 3 ans, j'ai reçu la visite inattendue d'un écrivain de renommée mondiale. Il venait d'Allemagne pour m'apporter un document extraordinaire, une lettre écrite par un sous-marin allemand qui déclarait se trouver à l'intérieur de la Terre. Car Rudolf Hess et Ashauer avaient raison. La Terre est creuse, a-t-il ajouté. La lettre est écrite à la main, en allemand, et est datée du 20 avril 1947, date anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Nous l'avons transcrite, et avec elle, sa traduction, une autre lettre en anglais, datant de 1990, dans laquelle le destinataire de la première lettre tente d'expliquer ce qui s'est passé. Ces documents confirment tout ce que nous écrivons depuis de nombreuses années sur l'hitlérisme ésotérique. Et ce n'est pas la première fois que ces synchronismes semblent nous soutenir. La Terre est creuse. Il y a environ 3 ans, j'ai reçu la visite inattendue d'un écrivain de renommée mondiale. Il venait d'Allemagne pour m'apporter un document extraordinaire, une lettre écrite par un sous-marin allemand qui déclarait se trouver à l'intérieur de la Terre. Car Rudolf Hess et Ashauer avaient raison. La Terre est creuse, a-t-il ajouté. La lettre est écrite à la main en allemand et est datée du 20 avril 1947, date anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Nous l'avons transcrite, et avec elle et sa traduction, une autre lettre en anglais datant de 1990, dans laquelle le destinataire de la première lettre tente d'expliquer ce qui s'est passé. Ces documents confirment tout ce que nous écrivons depuis de nombreuses années sur l'hitlérisme ésotérique. Et ce n'est pas la première fois que ces synchronismes semblent nous soutenir, car comme le dit l'alchimiste, si ton travail est juste, des amis inconnus te viendront en aide. Et même si tu es le seul dans ta chambre, tes pensées seront entendues à 1000 lieues à la ronde. Traduction de la lettre. Cher vieux camarade, cette lettre sera une surprise pour vous. Le U-Boat 209 a réussi. La Terre est creuse. Les docteurs Oshauer et Hess avaient raison. L'équipage entier va bien, mais nous ne pouvons pas rentrer. Nous ne sommes pas faits prisonniers. Je suis sûr que ce message vous parviendra. C'est le dernier contact avec le U-209. Nous nous reverrons, camarades. Je suis inquiet de la façon dont la vie à la surface de la Terre a évolué depuis le départ du Führer. Que Dieu bénisse notre Allemagne pour toujours.